Pensez-vous que nous allons assister à des changements importants dans la structure de l'économie et du commerce mondial après le Covid-19? Je crois qu'il y a évidemment une réflexion sur les chaînes d'approvisionnement, peut-être l'idée d'avoir des régionalisations plus fortes. Après, je crois qu'en même temps, le commerce international a montré sa capacité à fonctionner très vite. Et la troisième édition de l'exposition internationale des importations de Chine va se dérouler prochainement à Shanghai. Quelles sont vos attentes sur cet événement? La bonne nouvelle, c'est qu'on aura plutôt plus de participants cette année que l'année dernière. J'espère que beaucoup de consommateurs chinois vont pouvoir déguster tous ces bons produits venus de France. Et quels sont les principaux atouts des entreprises françaises participantes? La Chine est aujourd'hui un pays très développé, et donc les entreprises françaises ne sont pas dans une logique de compétition sur le prix, mais plutôt sur l'originalité, la créativité, l'innovation. Quels sont les événements culturels les plus attendus pour l'année prochaine? On a une très belle exposition patrimoniale qui est en cours de préparation, qui est sur le thème de Versailles et la Cité interdite. Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Un grand nombre d'entreprises françaises sont installées en Chine et les coopérations sino-françaises prennent des formes très variées. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, comment les deux pays peuvent-ils renforcer leurs relations bilatérales? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre émission. Bonjour. Cette année, cette crise sanitaire hors norme a frappé la quasi-totalité des pays de la planète, leur peuple et leur économie. Avec le confinement, surtout au plus fort de la crise, beaucoup d'entreprises françaises ont dû arrêter ou ralentir leurs activités. Comment les entreprises françaises gèrent-elles cette situation difficile? La situation des entreprises françaises n'a pas été fondamentalement différente de celle des entreprises chinoises. Donc elles ont suivi à peu près le même rythme de reprise en fonction des provinces. La seule peut-être nuance, c'est qu'il y a eu le côté particulier de celles qui avaient des expatriés qui étaient rentrés comme en France ou dans d'autres pays pour les congés du Nouvel An, et qui à un moment donné ont eu quelques difficultés à rentrer. Mais ça, c'est maintenant rentré dans l'ordre, et donc aujourd'hui les entreprises, comme les entreprises chinoises, travaillent plutôt à plein régime. Et quelles mesures ont été prises pour les soutenir durant cette période difficile? Alors le gouvernement français, au tout début de la crise, a pris des mesures pour les aider en termes de trésorerie. Mais c'est vrai qu'il y a par contre une spécificité, c'est les toutes petites entreprises françaises, qui sont essentiellement des entreprises de droit chinois. Et là, par contre, il y a eu des difficultés particulières pour des commerces, des activités de services, des restaurants, des choses comme ça. Parce que celles-ci n'ont pas bénéficié d'un soutien particulier, puisqu'elles sont en fait de droit chinois. Elles étaient dépendantes de l'activité de prêt des banques, par exemple. Mais autrement, les entreprises françaises, finalement, elles ont eu la possibilité d'avoir un peu de soutien du côté du gouvernement français, et aussi, dans certains cas, de bénéficier qu'a donné le gouvernement chinois. Quelles sont, selon vous, les futures voies de développement qui s'offrent aux entreprises françaises en Chine? Je crois que vraiment autour de ces solutions sur la ville intelligente, sur les infrastructures de qualité, l'énergie propre. Là, tout à l'heure, j'ai visité une entreprise qui est spécialisée aussi dans la digitalisation des solutions pour la ville, pour les soins de santé. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire ensemble, et d'ailleurs ils travaillent sur des solutions avec des partenaires chinois, avec des partenaires français pour travailler ensemble. Et puis à nouveau, je crois vraiment beaucoup au fait qu'après la crise, on a envie de vivre mieux. Et vivre mieux, c'est manger mieux, et on a en commun cet amour de la bonne nourriture, donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Il faut que les produits français puissent arriver encore plus facilement en Chine. Et puis, peut-être aussi que la crise doit nous encourager à savoir si on veut vraiment travailler ensemble, et donc à conclure, par exemple, l'accord bilatéral entre l'Union européenne et la Chine sur les investissements, pour qu'il y ait vraiment une stratégie gagnant-gagnant entre l'Union européenne et la Chine. Et la crise a-t-elle poussé les entreprises françaises en Chine à se transformer? Je crois que pour toutes les entreprises, ça a été le même défi. Donc, se réorganiser, être sûr que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent bien.
Mais je crois que ce qui est plus important que peut-être la transformation je dirais à court terme, c'est aussi la réflexion qu'il y a derrière sur justement ces chaînes d'approvisionnement, mais aussi sur la façon dont le consommateur, après la crise, voit les choses. Et notamment, je pense que dans tous nos pays, ça renforce une envie de consommer mieux, d'avoir une meilleure qualité de la vie, d'être plus attentif à l'environnement. Et ça, c'est typiquement le genre de produits, le genre de solutions, pour les sociétés de services par exemple, où les entreprises françaises sont depuis longtemps très investies pour tout ce qui est aussi énergie renouvelable, cité intelligente, produits de qualité dans le domaine de l'agroalimentaire par exemple. Cette crise peut-elle aussi devenir des opportunités? Oui, parce que la crise, ça nous invite à réfléchir sur la façon dont nous sommes organisés, dans la façon dont nous avons réagi, et puis je dirais, pour un vieil ambassadeur comme moi, c'est quel monde on veut laisser à nos enfants. Et la Chine recouvre progressivement ses forces malgré les difficultés économiques engendrées par l'épidémie de coronavirus. Et d'après les chiffres publiés récemment du Bureau des statistiques de Chine, l'économie chinoise a connu une croissance de 4,9% au troisième trimestre 2020. Quelle analyse faites-vous de cela? C'est des très bons résultats. Je crois que les entreprises françaises qui sont en Chine participent de ce mouvement, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la Chine, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Union européenne et pour la France, parce que si je prends par exemple l'exemple du secteur aéronautique, le marché mondial est globalement un marché qui est très déprimé en ce moment. L'aéronautique, par contre, sur le marché intérieur chinois, a commencé à reprendre. Et donc, s'il y a des besoins d'avions en Chine, c'est aussi intéressant pour les entreprises françaises. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Et puis, j'espère juste que l'Union européenne ne va pas tarder à retrouver le chemin de la croissance. Et quelles sont vos prévisions sur le climat d'investissement en Chine? Sur le climat d'investissement, on a traditionnellement quelques petits sujets de discussion qui sont généralement reflétés notamment par les rapports de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine. La plupart des sujets qui sont listés comme des sujets de préoccupation par les entreprises européennes font partie d'une négociation qui est en cours entre la Chine et l'Union européenne sur cet accord général sur les investissements. Et donc on espère fortement que cet accord puisse se conclure parce que je crois que dans ce moment un peu de tension internationale et de tentation du repli sur soi, cet accord montrait qu'on peut trouver à nouveau une solution gagnant-gagnant entre Union européenne et Chine pour continuer à avoir des marchés ouverts. Et pensez-vous que nous allons assister à des changements importants dans la structure de l'économie et du commerce mondial après le Covid-19? Je crois qu'il y a évidemment une réflexion sur les chaînes d'approvisionnement, peut-être l'idée d'avoir des régionalisations plus fortes, raccourcir parfois les chaînes d'approvisionnement. Je pense que c'est une tendance de fond, peut-être de simplifier certaines chaînes qui sont un peu compliquées pour un pays comme la France, s'apercevoir qu'en temps, disons, de crise majeure, on est parfois trop exposé, donc il y a peut-être des besoins de relocalisation sur des segments très précis. Après, je crois qu'en même temps, le commerce international a montré sa capacité à fonctionner très vite. Je parlais tout à l'heure avec CMA-CGM, qui est une compagnie maritime. Les flux maritimes, par exemple, se sont adaptés très vite et ont permis de maintenir un niveau de commerce international très élevé. Par contre, dans les autres tendances de fond, je pense que ce qu'on se disait tout de suite sur l'environnement, sur la qualité, sur aussi ce qui me frappe, on en parlait tout à l'heure, j'étais à Anji dans le Zhejiang pour une inauguration sur quelques œuvres culturelles et des livres. Et ça m'a frappé de voir aussi qu'il y a pour les citadins une demande de nature, une demande de plus de loisirs de qualité. Et donc ça, c'est des évolutions qui sont un peu partout dans le monde. On a envie de pouvoir respirer mieux, on a envie d'une vie de qualité. Et je pense qu'il y aura cette demande d'une croissance plus verte, plus respectueuse de la nature. Et vous êtes venu à Shanghai pour participer à la soirée du gala de la CCI France-Chine, qui est la plus importante réunion des entreprises françaises en Chine en 2020. Lors de votre discours,
Quel message souhaitez-vous transmettre à ces entreprises? On aura probablement autour de 800 entreprises sur 1700 entreprises françaises qui sont en Chine. Le premier message que je vais leur dire, d'abord, c'est de les remercier pour leur résilience, leur cohésion et leur solidarité, parce qu'on a traversé un peu ces épreuves ensemble, on a échangé des informations. Et puis le deuxième message, c'est celui évidemment de notre volonté de continuer à travailler en Chine et pour les consommateurs chinois. Et la troisième édition de l'exposition internationale des importations de Chine va se dérouler prochainement à Shanghai. Quelles sont vos attentes sur cet événement? Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura plutôt plus de participants cette année que l'année dernière. Donc on aura à peu près 90 entreprises. 80 entreprises françaises ont souhaité avoir un stand en propre. Il y en a une dizaine d'autres qui seront dans un stand agroalimentaire où il y aura même des dégustations. Il y aura d'ailleurs même un événement de dégustation au Consulat général de France à Shanghai, à la Villa Basset, qui fête par ailleurs son 40e anniversaire, puisqu'on a été les premiers à ouvrir un consulat général à Shanghai. Et donc, dans la logique de ce qu'on vient de se dire, c'est bien, j'espère que beaucoup de consommateurs chinois vont pouvoir déguster les huîtres, les vins, les confitures, tous ces bons produits venus de France. Et puis, bien sûr, bon, pour les autres entreprises, il y a des choses qui sont moins peut-être moins appétissantes, mais qui sont tout aussi utiles. Et tous ces produits français sont en fait déjà très connus en Chine. Beaucoup sont déjà très connus en Chine, et puis d'autres ne demandent qu'à être connus. Et quels sont les principaux atouts des entreprises françaises participantes? Je crois qu'au-delà du secteur agroalimentaire, où on est vraiment sur la qualité et je dirais un certain art de vivre, beaucoup de nos entreprises sont surtout des entreprises très innovantes. Sur beaucoup de marchés, la Chine est aujourd'hui un pays très, très développé. Donc les entreprises françaises ne sont pas dans une logique de compétition sur le prix, mais plutôt sur l'originalité, la créativité, l'innovation. Et donc je crois que c'est vraiment sur ces sujets-là que nous avons encore des choses à échanger. Pensez-vous que nous allons assister à des changements importants dans la structure de l'économie et du commerce mondial après le Covid-19? Je crois qu'il y a évidemment une réflexion sur les chaînes d'approvisionnement, peut-être l'idée d'avoir des régionalisations plus fortes. Après, je crois qu'en même temps, le commerce international a montré sa capacité à fonctionner très vite. Et la troisième édition de l'exposition internationale des importations de Chine va se dérouler prochainement à Shanghai. Quelles sont vos attentes sur cet événement? La bonne nouvelle, c'est qu'on aura plutôt plus de participants cette année que l'année dernière. J'espère que beaucoup de consommateurs chinois vont pouvoir déguster tous ces bons produits venus de France. Et quels sont les principaux atouts des entreprises françaises participantes? La Chine est aujourd'hui un pays très, très développé, donc les entreprises françaises ne sont pas dans une logique de compétition sur le prix, mais plutôt sur l'originalité, la créativité, l'innovation. Quels sont les événements culturels les plus attendus pour l'année prochaine? On a une très belle exposition patrimoniale qui est en cours de préparation, qui est sur le thème de Versailles et la cité interdite. Une année franco-chinoise du tourisme culturel sera organisée en 2021 en France et en Chine. Le secteur du tourisme a été durement éprouvé par la crise du coronavirus. Les professionnels du secteur font toujours face à de nombreuses incertitudes. Quel regard posez-vous sur la situation? C'est effectivement surtout pour un pays comme la France, qui est un grand pays d'accueil de touristes. On reçoit normalement plus de 80 millions de touristes par an. La quasi-disparition du tourisme international est un coup dur pour ce secteur qui souffre énormément. Donc évidemment, on ne peut qu'espérer qu'assez rapidement, la mise en place d'un vaccin, enfin deux vaccins d'ailleurs, permettra de rétablir ces flux. Je crois que les touristes chinois manquent beaucoup aux Galeries Lafayette. J'avais été frappé en rentrant en janvier de voir qu'une grande partie des vendeurs, d'ailleurs aux Galeries Lafayette, étaient des citoyens franco-chinois. Donc on montre que cette clientèle était évidemment très importante pour nous.
Du côté chinois, j'ai l'impression, avec la fête nationale et la Golden Week, que par contre, là, on est en train aussi de retrouver une forme de normalité. Je faisais allusion au volume de transport aérien, justement, sur ce mois d'octobre. On est vraiment pas encore revenu au même niveau de difficulté, je dirais, ou de solution. Mais vraiment, mon souhait, c'est que le plus rapidement possible, les citoyens chinois peuvent retrouver le chemin de la France, puissent dévaliser les galeries Lafayette, puissent se ruer sur le Mont Saint-Michel et parcourir les rues de Paris. Vous travaillez déjà pour la préparation de cet événement? On commence à travailler sur cet événement. On est obligé de prendre en compte aussi les difficultés. Donc le calendrier est un petit peu glissé. On travaille notamment sur des jumelages entre certains monuments qui font un peu miroir entre nos histoires réciproques. Et donc on a aussi quelques grandes expositions qui sont prévues pour marquer cette année du tourisme culturel. Après, sur le moment précis du calendrier, on sera évidemment obligé de tenir compte de la réalité épidémique du pays, et en particulier en France. Et comment ça va avancer les échanges culturels? Parce que cette année, beaucoup d'événements ont dû être arrêtés. Alors c'est vrai que les efforts, les échanges ont un peu souffert. En même temps, là aussi, ça nous a invités à réfléchir, à faire autrement. J'ai visité l'exposition Impression Soleil Levant sur le Bund à Shanghai, où on a réussi quand même à faire venir une belle exposition avec des œuvres, mais aussi de la numérisation des documents. Et sur beaucoup d'événements, on a réussi à les maintenir donc en faisant autrement. Donc souvent, par exemple, des témoins chinois qui sont dans la salle et qui discutent avec les gens qui sont présents ou qui sont en distanciel, et puis des experts français qui sont à distance. Et donc, alors bien sûr, c'est une contrainte. J'espère que cette contrainte va s'alléger. Mais on a quand même essayé de maintenir ce lien et de proposer des choses. L'exposition Impression Soleil Levant, donc j'invite tout le monde à aller voir, elle a eu aussi des reportages numériques qui ont eu plus de 4 millions de vues déjà. Et donc je crois que ça montre qu'on peut travailler autrement même quand les choses sont difficiles. Quels sont les événements culturels les plus attendus pour l'année prochaine? 2021, on espère que ce sera une année du retour à la normale. Donc, on a traditionnellement deux grandes séquences avec le Festival Croisement, qui est un festival culturel qui vraiment est multidisciplinaire. Et puis, on a le mois franco-chinois de l'environnement, donc comme en ce moment. Donc, on espère que ces deux séquences vont pouvoir être maintenues. Et dans le cadre de l'année culturelle touristique entre la France et la Chine, on a une très belle exposition patrimoniale qui est en cours de préparation, qui est sur le thème de Versailles à la Cité interdite. C'est une exposition qui est très intéressante parce que ça montre que la fascination que les Français ont pu avoir pour la Chine et l'intérêt que la Chine a pu montrer aussi pour la France est très ancien. Et essentiellement sous le règne de Louis XIV, il y a vraiment eu une fascination pour la culture chinoise. Et à Versailles, il y a des objets qui vraiment témoignent de cette imitation qu'on a pu avoir pour la culture chinoise. Et je crois que c'est bien de remettre notre relation dans le temps long, de penser que, par exemple, à cette époque-là, les philosophes des Lumières ont vu dans le système du système impérial, du mandarinat, était vu comme un moyen de dépasser le privilège de la naissance, qui était très fort en France à cette époque-là, pour instaurer une vraie méritocratie en choisissant les meilleurs par le concours. Et face à l'absolutisme, les Français ou les penseurs français du XVIIe, XVIIIe siècle ont vu une inspiration dans ce système chinois du concours. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers ces échanges entre deux lieux qui sont parmi les plus beaux de nos patrimoines, on réussit à rétablir notre relation dans une très longue durée. Et je crois que c'est un atout pour l'avenir d'avoir autant de profondeur dans la relation entre deux pays et deux peuples. La coopération est dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, donc, on a une coopération qui est traditionnellement assez riche, avec notamment beaucoup de demandes dans le domaine de la science, des hautes technologies, mais aussi des sciences humaines. Alors en ce moment, nous avons une difficulté particulière, c'est que
Un certain nombre d'étudiants chinois ont quand même été un peu inquiétés par la situation épidémique en France. Nous avons tardé à réouvrir les visas, mais depuis le mois de septembre, les étudiants ont pu revenir vers la France. Du côté chinois, il y a une assez grande prudence pour le moment, compte tenu de la situation épidémique en France. Donc c'est vrai que 2020 ne sera pas la meilleure année des échanges universitaires entre la France et la Chine, mais là aussi j'espère que très vite, dès que la crise, les choses repartiront. Et on a des bonnes nouvelles dans la création de nouvelles structures. On a des instituts franco-chinois, donc en gros des campus franco-chinois où des étudiants français viennent étudier ici en Chine avec des étudiants chinois. On est en train d'en créer de nouveaux et il y a beaucoup d'intérêt. Et la plupart sont sur la région de Shanghai, sur le Zhejiang, sur le Jiangsu. Et donc je crois que ça participe aussi de ce supplément d'âme entre la France et la Chine que d'avoir ces flux d'étudiants régulièrement. Et puis pour moi, dans ma pratique professionnelle, voir des artistes qui ont été formés en France, des hommes d'affaires qui ont été formés en France, des scientifiques qui ont été formés en France, je crois que c'est une très grande richesse et que les amitiés qui y sont des amitiés profondes qui font un petit peu ce supplément d'âme entre nos pays, parce que ce n'est pas uniquement une relation d'État à État, c'est aussi une relation qui est faite de rencontres, de passion. Une nouvelle édition du mois franco-chinois de l'environnement, initiée en 2014, se tient en ce moment en Chine. Le thème de cette année est consacré à la protection de la biodiversité. L'année prochaine, la 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la biodiversité aura lieu à Kunming en Chine. Pourriez-vous nous parler un peu de la coopération sino-française en matière de protection de l'environnement ? En fait, c'est une coopération qui, je pense, a pris vraiment son envol avec la préparation de la COP 21, de l'accord de Paris. Je crois qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une compréhension très forte entre la France et la Chine sur l'importance d'arriver à un résultat. Et depuis 5 ans, en fait, je crois que nos deux pays ont vraiment été à la pointe de la mise en œuvre et de l'attachement à l'accord de Paris, alors que d'autres grands partenaires se retiraient. Personnellement, à 2 occasions autour des sommets du G20, j'ai participé à la négociation de déclarations franco-chinoises, secrétariat des Nations Unies, justement sur climat et biodiversité. L'année dernière, on a eu aussi, au moment de la visite du président Macron avec le président Xi, un appel de Pékin pour la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Donc on est vraiment dans cette alliance. Et puis on a eu la très bonne nouvelle de l'annonce du président Xi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la décision de la Chine d'arriver à la neutralité carbone en 2060. Je crois que l'Union européenne, de son côté, va faire des annonces mi-décembre. Donc là, on a vraiment quelque chose entre France, Chine, Union européenne qui est très fort et qui marque notre responsabilité sur la scène internationale. Lors d'une récente réunion des dirigeants UE-Chine qui a eu lieu par visioconférence, les responsables chinois et de l'Union européenne ont confirmé qu'ils allaient accélérer les négociations concernant l'accord sur les investissements. Vous pensez que cet accord très attendu va pouvoir être signé à la fin de cette année ? Je l'espère vraiment parce que je crois que ce serait une bonne nouvelle pour le monde de voir que 2 grands blocs économiques peuvent arriver par une négociation entre gens de bonne éducation à un résultat gagnant-gagnant pour les 2 parties. L'année 2020 marque les 40 ans du consulat de France à Shanghai et vous avez participé à ces événements. Comment décririez-vous l'évolution des relations sino-françaises au cours des 40 dernières années ? D'abord, c'était vraiment un événement que je ne voulais pas rater parce que 40 ans, c'est pas anodin. Nous avons été le premier consulat général à ouvrir à Shanghai, comme nous avions été le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine. Et donc en 2020, le message, c'est aussi nous sommes des partenaires dans la durée et nous croyons à l'ouverture de la Chine et on veut continuer à travailler ensemble. Alors évidemment, en 40 ans, les choses se sont transformées. Il y a eu
une période où nous étions clairement le pays qui était pourvoyeur de technologie, d'organisation. Vous savez qu'il y a des secteurs de l'économie chinoise comme le secteur nucléaire qui ont été très influencés par EDF, par une grande entreprise française. Je pense que les trains à grande vitesse ont été aussi inspirés par des expériences dans nos pays. Enfin, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on était vraiment dans une transmission du savoir, de la technique qui venait d'Europe. Aujourd'hui, c'est une relation qui est plus équilibrée, qui est plus mature. Il y a aussi des domaines, la Chine qui montre un peu l'exemple au niveau technologique. Et donc, je crois que c'est l'âge de raison, mais un âge de raison où il faut peut-être retrouver un nouvel équilibre. Et l'accord des investissements, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est maintenant deux blocs avec une certaine maturité économique. Il y avait des choses qui pouvaient être justifiées quand la Chine était un vrai pays en voie de développement, mais aujourd'hui, la Chine est une grande économie, et à l'ère du numérique, nous sommes tous des pays en voie de développement. Comment est le monde d'après la crise? Le monde d'après la crise, j'espère qu'il sera plus vert, qu'il sera plus respectueux donc, de l'environnement, de la biodiversité, et j'espère qu'il mettra plus l'homme au cœur du développement et au cœur de nos préoccupations. Et il y a énormément aujourd'hui de solutions, notamment à travers la numérisation de l'économie, de la modélisation, qui permettent de vraiment penser qu'on est capable de faire mieux, peut-être plus vite, et en étant en même temps plus respectueux de l'environnement dans lequel nous vivons. À l'ère post-Covid-19, dans quel domaine, selon vous, la Chine et la France devraient renforcer leur coopération? Je crois qu'on a une coopération exemplaire déjà depuis des années sur la question de la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité. Et donc à nouveau, je crois que vraiment sur ces sujets-là, on peut travailler ensemble, non seulement dans nos pays sur les solutions, mais aussi ensemble sur les marchés tiers et puis porter ces messages. Quels sont les défis et opportunités pour les relations sino-françaises à l'avenir? Je crois que le défi, c'est de réussir à conserver la même ambition pour le monde, donc de partager cet attachement au multilatéralisme, et un multilatéralisme qui soit un multilatéralisme aussi de résultats. On a des défis communs, donc on est bien ensemble sur la lutte contre le changement climatique, on participe ensemble à l'initiative COVAX aussi, ou ACTA pour la France, en tout cas sur le vaccin. Il y a d'autres sujets qui vont être importants sur la scène internationale, je pense en particulier à toute la problématique de l'allègement de la dette pour les pays les plus pauvres. J'espère que sur tous ces sujets, on réussira à porter une parole un peu de raison, mais aussi dans un esprit de responsabilité où les efforts sont partagés de manière équitable entre les différentes parties. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. C'est un grand plaisir, et je peux vous assurer que les entreprises françaises qui sont en Chine sont vraiment très désireuses de faire de cette 3e édition de la conférence d'importation un grand succès.